pas certaine est où ma limite. On dirait que je continue de la chercher. Mais ça fait partie de ma quête de dépassement de soi parce qu'éventuellement, on devient insatisfait à reproduire la même affaire. Et c'est comme s'il faut que je trouve une autre façon là, d'atteindre mon sentiment de fierté. Puis j'en ai besoin de ce sentiment de fierté-là, mais je suis quand même sévère. Tu sais, ça me prend beaucoup pour être fière de moi. Il faut que je trouve une façon de la repousser un peu, ma limite. Fait qu'à un moment donné, ça devenait juste trop. Fait que, puis il y a eu des fois où qu'effectivement, on dit, ah, moi, je suis tanné, moi, je joue pas au basket. Puis avec du recul, je me disais, ben, c'est de ma faute. Tu sais, je suis en train d'étouffer sa passion parce que je suis l'entraîneur tout le temps avec elle. Puis elle a besoin de son papa. Tu sais. Mais j'avais juste 12 ans aussi. J'étais pas rendu à un stade de ma vie parce que c'était basket, basket, basket. L'année j'étais là, j'étais avec mes meilleurs amis, j'étais vraiment là pour m'amuser. Puis lui, c'était, oh, faut que tu pratiques, faut qu'on aille dehors, faut qu'on aille. Là, j'étais comme, wow, tu sais. Puis c'est ça. Nous, dans le projet, on est vraiment allé chercher tous les élèves de tous les niveaux d'intérêt par rapport à l'activité physique, donc des jeunes qui en pratiquent beaucoup, qui aiment ça beaucoup, d'autres qui aiment pas trop ça, qui en pratiquent très peu. Puis, chacun, ce qui revenait quand on leur demande qu'est-ce qui fait en sorte que tu en fais, qu'est-ce qui va faire en sorte que tu en ferais plus, c'est quoi les éléments déclencheurs. Ben, les éléments les plus importants pour eux, c'est le plaisir, c'est d'être avec leurs amis. Ils se soucient très peu, bien honnêtement, à l'âge où ils ont, on peut le comprendre, ils se soucient très peu du fait que c'est bon pour leur santé et que ça va les aider à ce niveau-là. Ça, c'est notre souci à nous pour les jeunes. Dans d'autres choses qui revient beaucoup, c'est la variété. Donc, je pense que, justement, d'essayer des nouveaux sports. Puis, tu sais, tu disais tantôt, Émilie, l'éducation physique, je pense que c'est un bon moyen pour ça parce qu'on peut se permettre en éducation physique d'essayer une grande variété de sports. Ça se peut que les jeunes, ils en fassent beaucoup, puis là, ils arrêtent, puis ils font plus rien du tout. Donc, au final, comme tu as mentionné, il faut qu'il y ait une notion de plaisir. Il faut pas que ça soit un horreur de premier ministre dans toutes les sphères de la vie de l'enfant ou de l'adolescent, pour avoir la chance de continuer à avoir du plaisir là-dedans, puis peut-être justement développer d'autres aptitudes physiques, faire d'autres types d'activités pour arriver des athlètes plus équilibrés et plus complets en tant qu'athlète et en tant qu'être humain aussi là, par rapport à ça. Puis quand la notion de plaisir n'est plus là, ça devient un job, entre guillemets, une obligation. Puis quand ça devient une obligation, il faut faire après attention au côté mental, estime de soi, psychologique, etc. On a des fois aussi des parents ou des entraîneurs qui peuvent tomber dans certains pièges où ce que faut vraiment comme s'assurer que notre jeune, c'est ça, c'est un jeune, c'est pas un professionnel, pas à 12 ans, pas encore, il est pas encore rendu là. On est en train en fait de le développer. Puis ça a été démontré là, un des premiers facteurs en fait qui fait qu'un jeune va arrêter un sport, c'est quand que il y a une importance, en fait, successive qui est liée à la victoire. Ça va créer beaucoup d'anxiété de performance qui est en ce moment vraiment en vogue dans notre société. Exactement. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment important, là, comme Joël, il l'a si bien dit, d'alimenter le plaisir, parce que comme cette passion-là que Tricia va développer dans son sport, c'est ça aussi qui va donner des résultats, du moins qui va l'influencer. Fait qu'il y a des composantes vraiment à plus miser dessus, puis que conséquemment, ça va donner des belles choses, versus tout de suite sur les conséquences. On veut que notre ado, il se sente aimé pour ce qu'il est, puis pas pour ce qu'il fait, en fait. Mais le plus marquant pour moi, c'est quand je rentre, c'est surtout sur des tests à l'intérieur. On fait beaucoup de tests sur les machines. Puis, ça, c'est avec mon entraîneur qu'on l'avait déterminé, mais quand je rentre dans la salle d'entraînement, puis que j'ai un air bête, que je suis renfermée vers moi-même, que je parle pas aux gens, que je fais pas de joke comme d'habitude, que je suis pas en train de danser, ça, c'est un gros signe qu'il y a quelque chose qui va pas. Tu sais, je suis juste en train de penser au futur, puis à qu'est-ce qui va arriver, puis à mon test, puis ça devient extrêmement stressant, puis je suis plus moi-même. Puis avec mon entraîneur, qu'est-ce qu'on avait commencé à faire, c'est que si je rentrais dans la salle d'entraînement puis j'étais comme ça avant un test, il me disait « Retourne dans ton auto, fais un tour du bloc, reviens. » Parce que j'ai commencé à avoir beaucoup d'anxiété. Et en fait, au championnat du monde de 2019, récemment, juste avant de commencer la compétition, là, je suis en train de faire mon échauffement.
je fais mon échauffement et ça va mal, ok? Genre, mon échauffement, je suis carrément nulle, ok? Et tu sais, des fois, tu vas commencer à te juger comment tu vas performer sur ton échauffement. Et là, tout à coup, je suis assise et je commence à respirer vraiment fort. En fait, genre, je suis incapable de respirer. L'air circule pas. Et là, je commence à pleurer, mais pleurer incontrôlable. Je sais même pas pourquoi je pleure. Et là, t'as mon entraîneur, en fait, le directeur, le manager de l'équipe qui vient me voir et comme, qu'est-ce qui se passe? Comme, je sais pas, je sais pas. Et fait que là, encore en train de respirer vraiment fort, je respire pas, j'ai l'impression que mon équipement me serre tellement fort. Et là, je vais voir le physio et je fais un peu de respiration. Et déjà à ce moment, je travaillais avec quelqu'un pour contrôler cette anxiété, pour travailler. Et on avait, même avec ma préparateur mentale, on faisait beaucoup de respiration, travail de respiration, un peu de méditation, visualisation, vraiment pour contrôler cette anxiété. Quand on est nerveux, ou on a peur, ou on fait de l'anxiété de pré-performance, comme tu viens de dire, Émilie, c'est souvent par rapport à des choses qu'on tient vraiment à cœur. Donc, c'est pour ça que je dis, tu sais, quand on a de la nervosité, c'est pas nécessairement une mauvaise chose, parce qu'on se prépare, le corps se prépare pour l'événement qui s'en vient. Et puis, tu sais, il y a beaucoup de gens qui savent même pas c'est quoi l'effet des papillons qu'on a du ventre. Tu sais, le feeling bizarre là, qu'on a au niveau de l'estomac, souvent les gens perçoivent ça comme « Ah non, je ne veux pas vivre ça, c'est pas bon, tu sais, je ne vais pas bien performer ». En fait, c'est complètement faux. C'est pas nerveux qui est problématique. C'est de voir la nervosité comme étant néfaste qui est problématique. Donc, en autre mot, c'est la perception que tu as envers les papillons qui va dicter si ça va être quelque chose qui va t'aider ou ça va te nuire. C'était vraiment exigeant. Puis le soccer, c'était 4 fois semaine en même temps que la trampoline, 4 fois aussi. Donc, j'avais 8 entraînements dans une semaine de 7 jours. C'était vraiment du temps plein. Puis, à un moment donné, j'ai dû faire un choix parce que c'était beaucoup trop. Puis, j'avais besoin d'avoir du temps pour moi aussi. Je dois dire que mon pire souvenir, je pense que ça va être, je vais dire ma blessure au genou. J'ai fait je vais même pas dire la qualification olympique de 2016. C'était vraiment quand j'ai décidé d'arrêter pour faire un traitement pour ma blessure au genou. J'avais des déchirures, des fissures en fait dans mon ligament, le tendon rotulien. Et là, j'ai arrêté pour m'occuper de ça après 2016. Donc en février 2017, j'ai fait une injection PRP dans mes genoux. Et j'étais sortie pendant 1 an. Et avec ça, j'ai vu mon classement international. J'étais classée 48e au monde. Et quand je suis revenue 1 an plus tard, j'étais classée 250e. Ça, honnêtement, là, ça fait vraiment mal à l'ego. Meilleure saison à vie. 12 ans après le début. Ça m'a pris 12 ans. Et je mets toujours l'emphase sur ça que il faut du temps. Comme ils disent que ça prend 10 000 heures pour construire un champion ou une championne. Mais c'est ça. Il faut vraiment, je trouve qu'il faut vraiment beaucoup répéter ça aux jeunes. Comme, OK, c'est beau travailler fort, mais il faut du temps. J'ai beaucoup parlé parce qu'avant, je gardais pour moi les affaires qui me stressaient et qui m'inquiétaient. Puis je pensais que je savais pas qu'en parler, ça allait nécessairement m'aider. Ça allait juste les gens. Peut-être que si j'en parlais à mon entraîneur avant, je pensais que elle allait penser quelque chose d'autre de moi. Mais c'est quand la première fois, j'en ai parlé à mes parents, puis ils m'ont dit ouais, faut que tu en parles à ton entraîneur. C'est elle qui peut vraiment t'aider là-dedans parce que elle en connaît aussi. Elle en connaît plus sur le plongeon. Et quand j'ai commencé à lui parler de tout ce que j'avais, que j'étais inquiète, stressée, elle m'a vraiment aidée là-dedans. Puis j'ai compris qu'il faut vraiment en parler parce que c'est eux qui vont me donner des trucs puis des choses comme ça pour s'améliorer. Si t'es fatigué, si tu te sens bout, si tu te sens pas bien, c'est important d'en parler pour qu'on puisse voir est-ce qu'on peut faire quelque chose pour aider. Est-ce que la charge est trop grande ou est-ce que la pression est trop grande par rapport à ça? Puis je pense que on parlait du rôle de l'entraîneur tantôt, de planifier, mais le rôle de l'entraîneur aussi, c'est pas qu'est-ce qui est meilleur pour mon club, mon équipe, c'est qu'est-ce qui est meilleur pour cet athlète-là qui va éventuellement rendre mon équipe et mon club meilleur. Première chose, c'est d'ouvrir la discussion au sujet de l'échec. Tu sais, souvent, on se prépare à réussir, puis tu sais, en fait, surtout dans les sports que dans une même compétition, tu vas devoir performer plusieurs fois de suite.
c'est important que tu aies un plan autant avant ton match pour bien te préparer ou avant ta compétition, mais aussi juste après. Qu'est-ce qui se passe si dans ta première performance, tu n'obtiens pas les résultats que tu veux? Et là, on se fait un plan de refocus, que j'aime bien appeler ça, dépendamment du temps que tu as. Tu peux prendre une période là, pour juste laisser ton esprit aller à quelque chose d'autre, distraction, aller manger, aller à l'extérieur. Bon, là, je sais que dans le contexte actuel, il y a peu de distractions possibles à faire, malheureusement. Mais ça, c'est important de s'accorder une période de temps. Un peu comme je l'ai dit tantôt, il ne faut pas essayer tout de suite, là, juste après que l'athlète ait vécu son échec ou sa contre-performance, disons, juste lui laisser un peu de temps. C'est une bonne chose pour les parents aussi. Je sais que les parents, ils veulent souvent aider, puis rapidement, on va avoir tendance à dire « Ben non, fais-toi-en pas avec ça, pleure pas pour ça, sois pas fâché, là, refocus tout de suite, là, on passe à autre chose. » Ça va aller beaucoup mieux si on laisse un moment pour si on a un besoin de pleurer. C'est correct, tu sais, pleurer, c'est vraiment pas quelque chose de négatif. Pleurer, ça libère les hormones de stress, justement, ça fait qu'on peut être un petit peu plus calme par la suite. Et ensuite de ça, ben là, on rebâtit tranquillement pour la prochaine performance. Mais même dans le quotidien, justement, d'apprendre à être stimulé par ce qui peut nous sembler difficile en pensant au feeling de mission accomplie qu'on va avoir après, moi, ça m'aide à relever n'importe quel défi, finalement. Pour revenir aux médias sociaux, on dirait que c'est amplifié tout ça parce que, en tout cas dans mon cas, tout l'été, on n'a pas coursé, j'ai pas vu les autres filles au Canada et au monde, ils étaient rendus où. Je suis dans ma bulle, je fais le mieux que je peux. À chaque jour, j'essaie de faire le mieux que je peux. Mais après ça, j'ouvre les réseaux sociaux, puis je vois dans d'autres pays que les filles s'entraînent ensemble, je vois dans d'autres pays que dans d'autres provinces que les filles ont fait ci, ont fait ça. Puis c'est rendu même à un certain point, je suis une fille de triathlon sur Instagram, puis je connais même pas c'est qui, mais je la suis sur Instagram, puis elle met souvent dans ses stories des entraînements qu'elle a fait pendant la journée. Puis c'était rendu que je voyais ça, puis j'étais comme, oh mon Dieu, elle a fait tellement plus que moi, faut que j'aille m'entraîner plus. Mais moi, j'avais suivi mon plan d'entraînement, j'avais pas manqué d'entraînement, mais ça me stressait tellement. Puis elle fait même pas le même sport que moi. C'est comme, ça n'a pas rapport. J'étais juste rendue dans une espèce de spirale de me comparer à tout le monde. Puis j'ai expérimenté ça avec Instagram, mais aussi avec Strava. Que tu peux voir chaque entraînement que tout le monde a fait, puis vu qu'avec la pandémie, il y a beaucoup de monde qui se sont mis sur Strava, mais là, je commençais à me comparer, puis là, OK, elle a fait 100 km de vélo, ben là, il faut que j'aille faire plus de vélo, puis c'est rendu n'importe quoi. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, OK, là, ouvre plus Strava, tu sais, comme, fais juste te libérer un peu de ça, puis fais confiance à qu'est-ce que tu es en train de faire, puis fais confiance à qu'est-ce que ton entraîneur t'a dit de faire, ça fonctionne bien, on le sait, ça fait 4 ans que tu le fais, puis ça a super bien fonctionné. Fait qu'il n'y a pas à stresser avec ce que les autres font, concentre-toi sur ce que toi tu fais. Mais si j'avais à pointer, en fait, un type de publication qui fait plus viral sur mon compte, si je peux dire de cette façon-là, ce serait certainement mes évolutions là, pendant l'entraînement, pendant les camps d'entraînement et même aux compétitions. Je pense que c'est vraiment ce qui attire le plus, un peu les gens qui me suivent, en fait, vraiment en général. Je pense que la première chose, c'est d'être le plus stratégique possible par rapport à notre approche de contenu. Donc, pas juste publier pour publier. Hein? J'ai mentionné le terme storytelling quelques fois. On a parlé de partenariat, on a parlé d'essayer de développer une communauté. Donc, c'est d'essayer de réfléchir à son contenu d'abord pour qu'il soit planifié. L'autre chose aussi que je dis souvent, c'est d'essayer de pas publier à un moment où on n'est pas dans le bon état d'esprit pour publier. Hein? Donc, après une défaite, après une compétition qui a mal été, peut-être c'est le moment de mettre son cellulaire de côté ou prendre son cellulaire puis appeler quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qui va venir nous supporter, nous encourager. Là, ça, c'est bien. Puis, l'élément que la majorité des gens ont tendance à oublier, c'est que c'est pas nécessairement qu'est-ce que toi, tu vas publier sur les médias sociaux qui peut te mettre peut-être dans l'eau chaude. C'est peut-être des actions que tu vas prendre que d'autres personnes vont mettre sur les médias sociaux. Puis après ça, toutes les actions qu'on peut prendre
ailleurs où on pense que c'est privé, mais que ça l'est jamais, en fait, parce qu'on est juste à un screenshot d'avoir une carrière qui est terminée. Là, traditionnellement, si on regarde effectivement les athlètes il y a 20, 30 ans, ils faisaient toujours plusieurs sports dans l'année et c'était normal. Maintenant, comme mentionné, on vient vers de la spécialisation. Faut surtout voir pourquoi on veut spécialiser aussitôt. Peut-être qu'il y a certains acquis, peut-être qu'il y a des choses qui vont être meilleures plus tard, mais à la fin, ce qui est important, c'est est-ce que la personne va continuer à faire son sport au moment où elle devrait arriver à son potentiel de performance, si on veut. Exemple, je prends mes universitaires. Donc, les athlètes qui arrivent autour de 19 ans avec nous. Et souvent, ce qui se passe, c'est que je leur demande « Qu'est-ce que tu as fait comme sport dans ta vie? » Puis elles me répondent « Du soccer. » Ben, j'ai « OK, est-ce que tu as fait autre chose? » Ben non, quand t'as pas fait de natation, t'as pas fait de danse, t'as pas fait de... Non, j'ai commencé au soccer à 4 ans et c'est ce que je fais depuis le début. Donc, la première chose qu'on va valider avec eux, ou avec eux et elles, là, les garçons et les filles, puis même les autres sports, c'est un peu la même chose, c'est le niveau fonctionnel. Donc, est-ce qu'ils bougent bien? Est-ce qu'il y a des compensations qui doivent être faites? Parce que souvent, on fait toujours les mêmes gestes quand on est dans un sport. Puis là, on peut avoir des muscles qui sont plus développés, des aptitudes qui sont moins développées, de la mobilité qui n'est pas présente, qui fait que ça peut augmenter le risque de blessure aussi à long terme là-dessus. Donc, on va essayer de compenser. Donc, c'est pas nécessairement tout le temps les meilleurs moments. Donc, des fois, on réapprend à courir, on réapprend à sauter, on réapprend à faire les gestes de base. Les deux grandes problématiques, c'est le temps passé sur leur écran et leur téléphone et le manque de sommeil et l'importance que les athlètes apportent au sommeil. C'est une problématique importante quand on sait que vraiment tout ce qui est la récupération et d'être capable de bien s'entraîner pour les lendemains, le sommeil, c'est notre ami numéro 1. Le troisième, tu l'as nommé aussi, c'est l'autonomie. Et ça, chez nos athlètes, on a encore beaucoup de travail à faire. Si on veut changer les comportements d'un individu, dans ce cas-ci des jeunes, on veut qu'ils pratiquent davantage d'activité physique et qu'ils passent moins de temps sur les écrans, qu'ils améliorent leurs habitudes de sommeil, et ainsi de suite. Mais c'est clair qu'on va travailler sur le jeune, mais il faut travailler aussi sur son environnement puis sur ce qu'il y a autour de lui. Donc, la famille, les amis ont un rôle important là-dedans. Il faut qu'ils soient sensibilisés, il faut qu'ils soient au courant. Faut que ça leur tienne à cœur à eux aussi. Tout ce qui est le milieu scolaire, des fois dans le milieu scolaire, c'est pas généralisé que c'est valorisé, c'est l'affaire du prof d'éducation physique, des coachs sportifs ou du parascolaire le soir, mais c'est pas nécessairement quelque chose qui est mis de l'avant par toute l'école. Et je pense que ça c'est une erreur. Il faut que de plus en plus ça devienne quelque chose qui est mis en valeur par toute l'école, qui est dans le projet éducatif même de l'école pour développer chez les jeunes. Si on pense à la communauté par la suite, ben tout ce qui est la ville, les organismes, que tout le monde travaille ensemble pour que les jeunes puissent bouger. Souvent, il y a l'école, puis après, bang, il y a une coupure. Le soir, c'est la ville, c'est autre chose, mais il y a personne qui se parle pour faire en sorte que ce qui est fait à l'école soit continué par la ville, par les organismes, et ce qui est fait par les organismes, par la ville, soit ramené aussi à l'école et soit réutilisé. Donc, c'est tellement plus parlant pour le jeune si tout le monde, tous les acteurs qui gravitent autour de lui, sont sur la même longueur d'onde, parlent le même langage et véhiculent les mêmes choses.